Au cœur de Berlin, à quelques mètres de l'Aspree, se trouve un lieu que presque personne ne mentionne. De l'extérieur, on dirait un simple parc arboré. Mais derrière les grilles et au milieu des broussailles se trouve l'un des cimetières les plus inhospitaliers d'Allemagne, le cimetière des Invalides. De hauts responsables du régime nazi y ont été enterrés, généraux, chefs de police, hauts fonctionnaires du Troisième Reich. Certains sont encore sous terre, d'autres ont été exhumés, certains sans avertissement, d'autres en secret. Le lieu est resté fermé pendant des décennies, scellé, effacé des cartes, non par oubli, mais par peur. Car ces tombes sont devenues des points de rencontre pour des groupes extrémistes. Certaines ont été vandalisées, d'autres sous surveillance. Certaines ont été tout simplement effacées. Mais elles n'ont jamais complètement disparu. Exhumations clandestines, hommages illégaux, pierres tombales anonymes et corps déplacés sans autorisation. Chaque tombe, un conflit, chaque nom, un risque. Ce qui semblait enterré continue d'inspirer la peur. Le cimetière invisible. Qu'est-ce que l'Invalidenfriedhof et pourquoi a-t-il été caché? Au cœur de Berlin, tout près de l'Aspree, se trouve un site dont on ne parle presque jamais. De l'extérieur, il ne ressemble à rien d'autre qu'à un jardin aux arbres épars. Mais derrière la clôture, au milieu des branches et des tombes désordonnées, se cache l'un des cimetières les plus difficiles à digérer d'Allemagne, l'Invalidenfriedhof. Pendant longtemps, ce lieu a abrité de hauts responsables du régime hitlérien, généraux, policiers et personnalités clés du Troisième Reich. Certains y sont toujours enterrés, d'autres ont été déplacés, certains à l'insu de tous, d'autres ont été planifiés mais discrètement. Le site est resté fermé pendant de nombreuses années. Ils l'ont dissimulé, ils l'ont laissé de côté, non pas par oubli, mais parce qu'ils étaient considérés comme dangereux. Ces tombes ont commencé à attirer des sympathisants nazis. Certaines ont été détruites, d'autres ont été gardées sous surveillance, plusieurs ont été simplement retirées. Mais elles n'ont jamais complètement disparu. Les tombes, les noms et les restes ont continué d'attirer la vigilance. Parmi les arbres et les murs endommagés, on peut encore apercevoir les vestiges d'un lieu autrefois important. Le cimetière des Invalides avait été construit des siècles plus tôt à l'époque prussienne. Des officiers y étaient enterrés. C'était un lieu chargé d'histoire militaire, utilisé pendant des générations. Mais au fil du temps, et surtout avec l'arrivée du Troisième Reich, il devint le cimetière des dirigeants nazis. On ne connaissait pas tous ceux qui y étaient enterrés, mais ils contribuèrent à la machinerie qui propulsa la dictature. À la fin de la guerre, le site fut abandonné dans un no man's land. Durant les premières années de l'occupation soviétique, des soldats venus de l'Est établirent des points de contrôle dans la zone. Le cimetière était isolé par le mur de Berlin. Une partie était inaccessible. Une autre partie fut détruite. Des plaques y furent apposées. Certaines tombes furent bétonnées. Personne ne pouvait y entrer sans autorisation. Aux yeux du gouvernement, il n'existait plus. Mais bien qu'invisible physiquement, le lieu n'a jamais perdu son importance. Dans les archives officielles, il était signalé. La police secrète de l'Est le surveillait. Elle savait que des personnalités nazies y reposaient, et elle craignait qu'il ne devienne un lieu de rassemblement. À partir des années 1950, des rapports ont commencé à circuler concernant des fleurs déposées sur des pierres tombales anonymes, des visites nocturnes, des veillées pour des anniversaires. Les rapports notaient les plaques d'immatriculation, les noms des personnes entrant et sortant. Tout était écrit. Dans les années 1970, les autorités ont décidé de dissimuler encore davantage le cimetière. Elles ont masqué des noms. Elles ont retiré des plaques. Certaines pierres tombales ont été gravées à l'acide. D'autres ont été retournées. L'objectif était d'effacer son identité, de rendre impossible de savoir qui y était enterré, d'empêcher quiconque de lui rendre hommage. Aux yeux de la ville, ce n'était qu'un jardin clos. Dans les années 1980, le mur de Berlin longeait le cimetière. Une partie restait sous surveillance directe. Des soldats armés patrouillaient. Des détecteurs de mouvement ont été installés. Le terrain est devenu un élément du système de défense. L'accès était interdit. Seul le personnel autorisé y pénétrait. Non pas pour surveiller les tombes, mais pour contrôler le périmètre. Avec la chute du mur en 1989, la zone est redevenue accessible. Certains citoyens y sont entrés pour la première fois.
Ils découvrirent des pierres tombales brisées, des tombes englouties et des zones envahies par les mauvaises herbes. Personne ne savait exactement qui s'y trouvait. Certains noms étaient illisibles, d'autres étaient recouverts. Mais dans certains coins, les symboles étaient clairs. Il y avait des restes de fleurs fraîches, des bougies, de nouvelles inscriptions faites au couteau ou à la peinture. Un débat public s'engagea alors. Que faire du cimetière des Invalides? Le démolir, le préserver, le transformer en musée? Les autorités hésitaient, elles ne voulaient pas qu'il devienne un sanctuaire. Mais elles ne pouvaient pas non plus le cacher éternellement. Certains historiens réclamaient son maintien, l'exposant comme un témoignage du passé. D'autres exigeaient sa fermeture complète. Ils arguaient que chaque pierre tombale représentait un danger. Finalement, le site fut partiellement restauré. Non pas pour honorer les personnes inhumées, mais à des fins de documentation. Une partie du terrain fut dégagée. Des plaques d'information furent installées non pas avec des éloges, mais avec des dates, des emplacements et un contexte historique. Certaines tombes furent retirées. D'autres furent préservées sans nom. Quelques-unes furent laissées en l'état, mais sous surveillance. Le site est resté ouvert au public, mais sans aucune promotion. Aujourd'hui, quiconque se promène dans l'Invalidenfriedhof voit des pierres tombales sans inscription, des trous dans le sol, des plaques de métal portant des mots neutres. Tout semble paisible. Pourtant, la tension persiste. Chaque tombe peut susciter la controverse. Chaque nom peut susciter la discussion. Le cimetière n'est pas un monument. C'est un lieu chargé d'histoire, de silence, de décisions politiques. Plusieurs corps ont été déplacés en secret. Il n'existe aucune trace claire. Certains pensent qu'ils ont été transférés dans des fosses communes. D'autres affirment qu'ils ont été exhumés puis ont disparu. Les archives ne le confirment pas, mais la vérité est que de nombreuses tombes sont vides, d'autres sont restées intactes mais ne sont pas marquées. Certaines familles ont réclamé le respect de leur vie privée. Elles ne voulaient pas que leur nom de famille soit révélé, ni que leur tombe soit vandalisée. Le cas le plus célèbre est celui de Reinhard Heydrich, dont la tombe a été localisée mais non marquée. Sa pierre tombale a été retirée, son nom a été masqué. Personne n'a pu déterminer l'emplacement exact. Malgré cela, certains l'ont retrouvé, et ils ont laissé des symboles. Un jour, au petit matin, quelqu'un a déposé des fleurs et un message. Il n'a pas mentionné son nom, juste le mot « présent ». Face à cela, la police a installé des caméras cachées. Elle a commencé à enregistrer les mouvements, notant qui entrait. Et à quelle date? Le 2 juin, jour de sa mort, était crucial. Chaque année, la surveillance était renforcée. Les sacs à dos étaient vérifiés. Des patrouilles spéciales étaient organisées. Mais elles ne parvenaient pas toujours à empêcher les hommages. Ce n'était qu'un cas, mais il s'est répété avec d'autres noms. Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Stuckart. Tous avaient des tombes qui suscitaient des tensions. Certaines ont été exhumées, d'autres effacées. D'autres encore ont été laissées telles quelles, mais avec des avertissements. Les plaques ont été remplacées par des panneaux génériques. Il n'y avait pas la mention « Ici repose ». Juste un numéro, une date, rien de plus. Le cimetière des Invalides n'est pas le seul cimetière à proposer ce type de sépulture, mais c'est le plus symbolique, de par son emplacement, de par son histoire, et pour ce qu'il représente. C'est un lieu où le passé ne s'arrête jamais, où chaque pierre tombale est une archive, et où la mémoire ne peut être complètement effacée, ni par le béton, ni par le silence. Au fil du temps, certaines tombes du cimetière des Invalides ont été identifiées par des visiteurs assidus, non pas par des signes visibles, mais en les recoupant avec de vieilles cartes, des rapports confidentiels et des publications non officielles. Des groupes de curieux, de chercheurs ou de sympathisants ont tracé des itinéraires dans le cimetière. Ils ont identifié des secteurs, ils ont mesuré des distances, ils ont comparé des photos aériennes avec des relevés antérieurs. C'est ainsi qu'ils ont su où se trouvait une tombe particulière, même s'il ne restait aucune trace. À certaines époques, des groupes radicaux ont tenté des actes symboliques. Ils ont déposé des fleurs avec des rubans noirs. Ils ont inscrit des noms sur des pierres. Dans un cas, une croix improvisée, faite de branches, aurait été placée juste à l'emplacement du corps d'un officier SS de haut rang. La police l'a retirée quelques heures plus tard. Dès lors, l'endroit est resté sous surveillance discrète. Les autorités savaient qu'elles ne pouvaient empêcher les gens de s'approcher. Le cimetière était ouvert.
Ce qu'elle faisait, c'était contrôler l'information. Dans les guides officiels, le site n'est pas mis en évidence. Sur les cartes touristiques, il n'y a pas d'icône. À l'entrée, une simple plaque neutre explique son histoire de site militaire. Aucun nom lié au nazisme n'y est mentionné. Pendant des décennies, les habitants du quartier ont essayé de rester discrets. Ils savaient ce qui se passait là, mais préféraient ne rien dire. Certains ont dit avoir entendu des pas la nuit. D'autres ont vu des lumières. Parfois, des groupes vêtus de noir s'arrêtaient devant des zones spécifiques. Ils n'émettaient aucun son. Ils se contentaient d'observer. Parfois, ils prenaient des photos, puis ils repartaient. Ils n'ont jamais laissé de traces. Les tombes les plus compromises ont été modifiées. Certaines ont été complètement aplaties. D'autres ont été entourées de végétation artificielle pour être invisibles de l'extérieur. Dans plusieurs cas, des bancs ont été installés juste au-dessus. Ainsi, quiconque arrivait sur le site ne voyait pas de tombe, mais un espace pour s'asseoir. Sous le bois, le cercueil est resté. Lors d'une restauration réalisée dans les années 1990, les contremaîtres ont découvert des restes squelettiques fragmentés dans des zones non répertoriées. Il y avait des ossements mêlés à de la terre remuée. On ignorait s'ils provenaient d'anciennes tombes ou s'ils résultaient de transferts clandestins. Dans un cas, des boutons militaires portant l'aigle du Reich ont été retrouvés. Ils étaient conservés dans des boîtes. Ils n'ont jamais été exposés. Le ministère de l'Intérieur a alors ordonné un examen des archives funéraires. On voulait savoir exactement qui y était encore enterré. La tâche était complexe. Certains documents étaient en mauvais état. D'autres avaient été perdus pendant la guerre. Il y avait des fiches avec des noms, mais sans coordonnées. Des dates sans lieu. Des codes sans explication. La reconstitution a pris des mois. À la fin du rapport, il a été confirmé qu'au moins 30 personnalités importantes du régime nazi y étaient encore enterrées. Certaines tombes étaient vides, d'autres incomplètes. Dans certains cas, il ne restait que des restes minimes. On ignorait qui les avait dérangés. Des spéculations ont surgi de la part de proches, d'opposants, voire des autorités qui ont agi sans laisser de traces. Un arrêté interne a restreint l'accès à certaines zones. Techniquement, le cimetière restait public, mais certains chemins étaient fermés par des chaînes. Des affiches en allemand indiquaient « zone en travaux ». C'était une façon d'éloigner les curieux sans leur interdire directement l'accès. Un équilibre était maintenu, ni caché, ni mis en avant. Les médias évitèrent longtemps d'aborder le sujet. Seuls quelques magazines spécialisés mentionnèrent le cimetière. Ils le firent avec prudence. Ils parlèrent de tombes controversées, d'un site sensible. Ils ne nommèrent pas les morts. Ils ne montrèrent pas d'images. La presse grand public l'ignora complètement. C'était comme si le lieu n'existait pas. Au même moment, des publications étrangères apparurent, révélant de nouvelles informations. Une enquête britannique incluait une photo aérienne prise en 1945 qui montrait clairement la configuration originale du cimetière. Elle comportait des noms et des dates. La comparaison avec la vue actuelle permettait de distinguer clairement les tombes disparues de celles qui subsistaient. Cela raviva l'intérêt international. En réponse, le gouvernement allemand publia une brève déclaration. Il affirmait que l'Invalidenfriedhof était un site historique sous surveillance et que la législation en vigueur était respectée. Aucun nom ne fut donné. Aucune mention d'exhumation. On ne précisait pas non plus quelles tombes étaient vides ou effacées. Le langage générique était conservé. Pendant ce temps, le lieu continuait de se transformer. L'herbe poussait. Les plaques rouillaient. Certaines tombes, malgré le passage du temps, restaient intactes. Il était difficile d'expliquer pourquoi. En théorie, toutes les tombes liées à des criminels de guerre étaient censées être dépersonnalisées. Mais il y avait des exceptions. Dans un coin, une pierre tombale ornée d'une croix de fer et de dates correspondant à celle d'un général exécuté à Nuremberg était encore visible. Les organisations de défense des droits humains réclamaient la transparence. Elles voulèrent savoir qui avait été enterré, dans quelles conditions et pourquoi. Elles affirmaient que la dissimulation ne faisait qu'engendrer des rumeurs. Que si c'était caché, c'était que quelque chose clochait. Les autorités ont rejeté cette version, affirmant que cette discrétion visait à éviter les hommages dangereux. Dans l'un des cas les plus controversés, une tombe a été entièrement vandalisée. Le marbre a été brisé à coups de masse. La croix a été retirée.
Les restes ont été laissés à découvert. Une enquête a été ouverte. Aucun responsable n'a été trouvé. Depuis, il a été décidé de recouvrir la zone de terre et de planter des buissons dessus. Aujourd'hui, personne ne saurait qu'il y a jamais eu une tombe à cet endroit. Le cimetière des Invalides est resté ainsi, un champ à moitié vide, ni complètement public, ni complètement secret, ni ouvert, ni scellé. Certaines pierres tombales subsistent, d'autres non. Certaines tombes portent des noms, d'autres juste de l'herbe. Le visiteur ne saurait pas ce qu'il voit. Ce n'est qu'en examinant, en comparant, en posant des questions qu'il peut commencer à comprendre. Mais même alors, l'information est partielle. Les réponses arrivent par fragments. Personne ne confirme tout. Personne ne nie rien complètement. Le cimetière, en fin de compte, fonctionne comme un miroir de la mémoire allemande. Il n'existe pas de version officielle complète, seulement des fragments, des vestiges, et des décisions prises en silence, sans avertissement et sans trace visible. Heydrich Underground, la tombe anonyme de l'architecte de la terreur. Reinhard Heydrich mourut à Prague en juin 1942 après une attaque menée par des commandos tchèques entraînés par les Britanniques. Ses funérailles eurent lieu à Berlin avec tous les honneurs du régime. Il fut alors inhumé lors d'une cérémonie officielle au cimetière des Invalides, aux côtés d'autres hauts gradés militaires. L'emplacement de sa tombe resta un temps incertain. Il y avait une pierre tombale en marbre. Elle portait son nom, son grade et la date de sa mort. Mais cela ne dura pas longtemps. Avec la défaite allemande de 1945, le site passa sous contrôle soviétique. Dans les années qui suivirent, la tombe de Heydrich devint un lieu inconfortable. Il n'était pas un simple soldat. Il était l'un des organisateurs de la solution finale. Son nom avait trop de poids. Il ne pouvait pas le laisser visible. À la fin des années 1940, la pierre tombale fut retirée. Personne ne dit pourquoi. Elle ne fut pas rendue publique. Elle disparut, tout simplement. Dès lors, l'emplacement des restes d'Heydrich resta une zone non signalée. Il n'y avait ni croix ni inscription, juste de l'herbe. La tombe était là, mais anonyme. Pendant des décennies, personne n'en mentionna l'emplacement exact, ni le gouvernement oriental, ni celui occidental. Les archives officielles restèrent muettes. Pourtant, des chercheurs de différents pays se lancèrent à la recherche. Ils comparèrent de vieilles photographies, des témoignages et d'anciennes cartes. Ils parvinrent à localiser l'endroit exact où il fut enterré, non pas grâce aux archives, mais par calcul. Le secteur nord du cimetière, 3e rangée, près du mur. C'était bien cet endroit. À première vue, ce n'était qu'un rectangle de terre, mais ceux qui le connaissaient le reconnurent. À plusieurs reprises, cet espace fut perturbé. Des fleurs non identifiées apparurent, parfois de petites bougies. Une fois, une note manuscrite et non signée disait « Nous n'oublions pas ». La police emporta discrètement tout. Aucune annonce ne fut faite. Aucune information ne fut donnée. C'était une routine, un protocole silencieux. Dans les années 1970, les autorités orientales mirent en place une surveillance spécifique dans cette zone. Elles savaient ce que signifiait cette tombe. Ils ne voulaient pas que cela devienne un hôtel. Un jour d'anniversaire, ils trouvèrent une petite croix métallique plantée dans le sol. Ils la retirèrent. Une inspection plus approfondie fut menée. Ils y détectèrent de nouvelles empreintes de pas. Depuis, cet endroit est sous surveillance constante. Après la réunification allemande en 1990, une nouvelle enquête sur les tombes du cimetière des Invalides fut menée. Les plans furent examinés, les dates comparées. La tombe de Heydrich était toujours là. Elle n'avait pas été déplacée, les restes n'avaient pas été déplacés, mais les autorités décidèrent de ne pas réinstaller la pierre tombale. Le site resta tel quel, terre lisse, sans inscription. En 2000, un groupe de journalistes enquêta sur la situation. Ils visitèrent le cimetière, ils prirent des photos, ils menèrent des interviews. Ils confirmèrent ce que beaucoup soupçonnaient, que la tombe était intacte, simplement sans inscription. Ils publièrent un article. Il affirmait que Reinhard Heydrich était toujours enterré à Berlin, mais que sa tombe était invisible. Il n'y eut aucune réaction officielle. Au cours des années suivantes, de nouveaux incidents se produisirent. En 2012, une personne fut arrêtée pour avoir déposé une rose rouge à l'endroit exact où reposait la dépouille. Il n'avait aucune pièce d'identité. Il ne donna aucune explication. Il fut libéré quelques heures plus tard. L'incident fut enregistré. La surveillance fut renforcée. Mais le flux de visites discrètes ne cessa pas.
L'une des décisions du gouvernement fut de laisser le terrain sans entretien particulier. Ainsi, l'herbe repoussa comme le reste du cimetière, aucune différence visible, mais ceux qui connaissaient les faits savaient ce qu'il y avait là. Les rapports de police continuèrent de s'accumuler, aucun ne mentionnait de nom, seulement des descriptions physiques et des dates. En 2014, le cimetière subit une restauration générale. Les mauvaises herbes furent coupées, les allées dégagées, les murs réparés. Ce faisant, la tombe de Heydrich fut respectée. Elle ne fut pas touchée. Aucune terre ne fut remuée. Mais rien de nouveau ne fut installé non plus. Elle resta telle qu'elle, plate, recouverte d'herbe. Le comité de surveillance des sites historiques débattit de l'opportunité d'apposer une plaque informative, non pas en hommage, mais pour contextualiser le lieu. La proposition fut rejetée. Ils affirmaient que n'importe quel signe pouvait être utilisé par des groupes extrémistes. Ils préféraient l'anonymat, l'oubli visuel, même si chacun savait qu'il était impossible de l'effacer complètement. En 2016, une carte actualisée du cimetière a fuité. Elle indiquait la tombe de Heydrich avec un code alphanumérique. Son nom n'y était pas mentionné, mais des recoupements ont confirmé son emplacement. Ce fichier a circulé parmi les chercheurs. Il a été cité dans des publications universitaires. Depuis, on suppose qu'il est confirmé. Cependant, en 2019, un événement inattendu s'est produit. Un groupe inconnu a profané la tombe. À l'aube, quelqu'un a remué de la terre. La surface était endommagée. Ils n'ont pas pu ouvrir complètement la fosse, mais l'intention était claire. La police est arrivée à l'aube. Elle a bouclé la zone. Elle n'a fait aucun communiqué. Le ministère de l'Intérieur a confirmé par la suite qu'il y avait eu vandalisme. Il a affirmé que les restes n'avaient pas été dérangés, que la tombe resterait scellée et que la surveillance serait renforcée. Depuis, des caméras de vision nocturne et des détecteurs de mouvement ont été installés. Tout est silencieux. Aucune plaque visible. Aucune publicité. Reinhard Heydrich est toujours enterré à Berlin, sous terre, sans nom, sans croix, mais sous surveillance constante. Sa tombe est l'une des mieux protégées d'Allemagne, non pas par respect, mais par crainte qu'elle ne devienne un symbole. Car aujourd'hui encore, sa figure divise, et sa mémoire continue de susciter des conflits. Après la tentative de profanation de 2019, les autorités ont décidé de prendre de nouvelles mesures au cimetière. L'une d'elles consistait à masquer l'accès direct à la tombe d'Heydrich. Des bancs publics ont été déplacés à cet endroit, posés à même le sol. Dès lors, quiconque s'asseyait à cet endroit ignorait que la dépouille du chef de l'Office central de sécurité du Reich reposait en dessous. Le système de surveillance a été modernisé. Des caméras thermiques ont été installées. Des capteurs au sol alertaient quiconque se promenait dans cette zone la nuit. La patrouille n'était pas en uniforme. Ils portaient des vêtements civils. Ils marchaient naturellement. Mais ils savaient exactement où surveiller. Ils ne parlaient pas aux visiteurs. Ils se contentaient d'observer. S'ils voyaient quoi que ce soit d'inhabituel, ils le signalaient immédiatement. Lors des commémorations de la Seconde Guerre mondiale, cette partie du cimetière était temporairement clôturée. Des panneaux indiquaient « Zone fermée pour travaux ». Personne n'était autorisé à s'approcher. Les ouvriers qui passaient par là ont reçu l'ordre de ne pas s'attarder. Ils devaient tondre la pelouse sans regarder. Ils devaient éviter tout contact prolongé avec le site. Les dossiers restent scellés. Les décisions concernant la tombe d'Heydrich sont prises en interne. Aucun compte-rendu n'est publié. Aucune annonce n'est faite. Toute modification est enregistrée comme une simple tâche de jardinage. Ainsi, aucune trace n'est laissée. Les gardiens tournent, ils ne sont pas toujours les mêmes. Ainsi, personne n'accumule trop d'informations. Un chercheur allemand a réussi à interroger un ancien fonctionnaire du ministère du Patrimoine. Il a confirmé que le gouvernement sait exactement où se trouve la tombe. Il a confirmé qu'il n'avait aucune intention de la déplacer. Il a déclaré que le déplacement de ces restes pourrait susciter un débat public qu'il ne souhaite pas ouvrir. Il préférait qu'elle reste telle qu'elle, silencieuse, enterrée, anonyme. Les descendants d'Heydrich n'ont pas déposé de plainte publique. On sait qu'ils vivent à l'étranger. Ils n'ont jamais demandé le transfert des restes, ni la pose d'une quelconque signalisation. Leur silence a été interprété comme faisant partie d'un accord implicite, ne pas bouger, ne pas montrer du doigt, ne pas honorer, laisser tout en suspens, comme si cela n'existait pas.
À proximité immédiate de la tombe, de nouvelles pierres tombales portant des noms communs ont été installées. Ce ne sont pas les tombes originales. Elles ont été placées là pour détourner l'attention. Pour quiconque regarde le plan du cimetière, cela ressemble à une zone normale. Mais sous ces noms génériques, il n'y a pas de corps. Ce sont juste des pierres posées pour combler des espaces vides. Un rapport interne souligne que cette technique a fonctionné. Elle dissuade les curieux. Elle déroute les extrémistes. Et elle permet au lieu de fonctionner comme un simple cimetière, sans attirer les fanatiques. L'essentiel a été de ne nier ni de confirmer. Juste de laisser tout cela comme si de rien n'était. Mais de temps à autre, il se passe quelque chose. En 2021, un journaliste indépendant a placé une caméra cachée dans les lieux. Il a filmé un homme debout juste au-dessus de la tombe. Il a pris une photo, il a regardé autour de lui, et il est parti. Il n'a rien laissé, il n'a rien dit. La vidéo a été publiée. En moins d'une journée, elle a été supprimée de toutes les plateformes. Personne n'en a réclamé les droits. Elle a tout simplement disparu. La même année, un étudiant en histoire souhaitait rédiger un article sur les tombes anonymes des nazis. Il demanda l'autorisation d'interviewer les gardiens du cimetière. Sa demande fut rejetée sans explication. Ils lui conseillèrent de changer de sujet, de choisir un autre lieu, un autre personnage et d'éviter l'affaire Heydrich. Le cimetière des Invalides est toujours ouvert au public. Tout le monde peut y entrer, mais personne ne peut parler clairement de cet endroit précis. Les guides ne le mentionnent pas, les brochures l'omettent, et les ouvriers, interrogés directement, répondent ne pas savoir, qu'il n'y a aucune trace, qu'ils ont juste tondu la pelouse. Les pierres qui entourent la zone sont usées, certaines sont fissurées, d'autres ont été légèrement déplacées. Tout paraît ancien, naturel. Mais cette apparence a été soigneusement construite. Rien n'est là par hasard. Chaque banc, chaque arbre, chaque buisson a été placé pour détourner l'attention, pour préserver le secret sans le sceller complètement. Il n'existe aucune autre tombe semblable en Allemagne. D'autres criminels de guerre ont été exhumés, déplacés ou incinérés. Mais Heydrich était resté là, non pas en hommage, mais parce que le déplacer était plus problématique que de le laisser. Parce que s'il l'enlevait, quelqu'un le remarquerait. Et s'il le marquait, d'autres iraient le voir. Ils l'ont donc laissé enterré et anonyme. Certains experts de la mémoire historique affirment que cette décision était politique, que l'Allemagne a préféré cacher certains restes plutôt que de les affronter, que le silence était plus utile que la vérité. Mais ces voix n'ont pas leur place dans les médias officiels. Elles ne sont pas interviewées, elles ne sont pas citées, elles ne circulent que dans de petits livres et des conférences discrètes. Aujourd'hui, plus de 80 ans après sa mort, Heydrich est toujours à Berlin, à quelques pas de la Spree, sous terre, sous des bancs, sous l'herbe, sans croix, sans plaque, mais pas oublié. Car il y a ceux qui continuent de le chercher, ceux qui savent où il est, et ceux qui, de temps à autre, s'approchent en silence. Ils font preuve de respect ou de répudiation, mais jamais d'indifférence. L'État, pour sa part, maintient une surveillance, non pas pour lui rendre hommage, mais pour empêcher d'autres de le faire. Car une tombe comme celle-ci, même sans nom, peut devenir un symbole. Et ça, en Allemagne, on ne veut plus le revoir. Corps inconfortable, les restes de Goebbels, Frank, Rosenberg et d'autres nazis. Dans les derniers jours d'avril 1945, alors que la défaite du Troisième Reich était évidente, Joseph Goebbels et sa femme Magda prirent une décision radicale. Ils ne permettraient pas à leurs enfants de vivre dans un monde sans nazisme. Ils les empoisonnèrent, un par un. Puis, ils descendirent dans le jardin de la chancellerie et se suicidèrent. Le corps de Goebbels fut brûlé, mais il ne fut pas complètement réduit. Il ne restait que des restes, des fragments d'os, des morceaux de crâne. Tout fut récupéré par les soviétiques. Ces fragments furent transportés dans un centre spécial à Berlin-Est. Il n'y eut aucun document public. Ils furent classés sous code. Au fil des ans, les restes de Goebbels furent entreposés aux côtés d'autres corps appartenant au cercle intime d'Hitler. Personne ne savait exactement où. Le même scénario se produisit avec Martin Bormann. Bien que l'on ait cru pendant des décennies qu'il s'était échappé, ses os furent réapparus en 1972 lors de travaux de construction près de la gare de Lehrter. Une analyse ADN confirma qu'il s'agissait bien des siens. Il était mort depuis 1945. Il fut enterré en secret. Hans Frank,
l'un des principaux responsables de l'extermination en Pologne, fut pendu après le procès de Nuremberg en 1946. Son corps, comme celui des autres condamnés, fut incinéré. Les cendres furent jetées dans une rivière. Il n'y avait ni tombe, ni pierre tombale. La décision était délibérée, empêcher que leurs tombes ne deviennent des lieux de culte pour leurs sympathisants. Il en fut de même pour Alfred Rosenberg. Son exécution eut lieu immédiatement après le prononcé de la sentence. Son corps fut également incinéré. Les autorités alliées connaissaient la force symbolique d'une tombe. C'est pourquoi elles ne laissèrent aucune dépouille visible. Les proches ne reçurent pas de cendres. Elles ne purent organiser d'enterrement, il n'y eut pas d'adieu. Seuls des dossiers scellés furent conservés. Cependant, tous les cas ne se valent pas. Wilhelm Keitel, chef du haut commandement, fut également exécuté. Sa dépouille fut traitée selon le même protocole. Cependant, certaines sources suggèrent qu'un petit fragment d'os fut conservé par l'un des médecins légistes. Cela n'a pas été confirmé. L'affaire reste une rumeur. Elle n'a jamais été officiellement vérifiée. Heinrich Himmler, quant à lui, fut capturé par les troupes britanniques en mai 1945. Il était porteur de faux papiers. Découvert, il avala une capsule de cyanure. Il mourut quelques minutes plus tard. Son corps fut enterré dans un lieu tenu secret près de Lunebourg. Il n'y a pas de pierre tombale. Le registre exact fut détruit. Seul un petit groupe d'officiers savait où il était déposé. Les autorités britanniques décidèrent de garder le secret. Elles ne voulèrent pas qu'Himmler ait une tombe. Elles savaient qu'il pouvait devenir un symbole pour les groupes radicaux. Elles choisirent donc un lieu au hasard, le déterrèrent rapidement et le dissimulèrent. Personne ne fut témoin de l'incident. Aucun document n'est disponible. L'information ne circule que de bouche à oreille parmi les anciens militaires. D'autres dirigeants nazis, tels que Julius Streicher et Ernst Kaltenbrunner, furent également exécutés. Leurs corps suivirent le même protocole. Crémation, enlèvement des cendres, pas d'inhumation. Cependant, dans certains cas, des écarts sont suspectés. Des rapports indiquent que les restes dentaires de Kaltenbrunner ont été conservés pour des raisons médicales. Cela n'a pas été vérifié publiquement. Depuis des décennies, les historiens tentent de reconstituer le sort de ces corps. Ils ont examiné les archives militaires, les rapports médicaux et les témoignages de soldats. De nombreuses informations restent confidentielles. Certains pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, restreignent encore la divulgation des informations sur le traitement des restes nazis. Ils affirment que leur divulgation pourrait encourager les pèlerinages ou raviver les idéologies. En Allemagne, le débat sur le sort des tombes existantes est toujours d'actualité. Par exemple, la tombe d'Albert Speer, architecte du régime et ministre de l'Armement, est toujours visitée. Elle se trouve à Heidelberg. Elle n'a pas été dérangée. On y dépose parfois des fleurs. Personne ne sait qui les a déposées. Mais elles apparaissent chaque année, le même jour. Speer a été condamné à Nuremberg mais n'a pas été exécuté. Il a purgé 20 ans de prison et est mort en liberté. C'est pourquoi sa tombe n'a pas été cachée. Elle se trouve dans un cimetière public, non surveillé. Mais des caméras sont installées. La mairie surveille discrètement les visites. S'ils détectent des réunions organisées, ils interviennent. D'autres cas, comme celui de Karl Dönitz, successeur officiel d'Hitler après sa mort, suscitent également la controverse. Dönitz est décédé en 1980. Il est enterré avec sa famille dans le nord de l'Allemagne. Sa tombe est modeste. Cependant, certains visiteurs y laissent des objets symboliques. Le gouvernement local a tenté de minimiser le site, mais il ne peut légalement le supprimer. Au fil des ans, des tombes de membres du régime dissimulées sous de faux noms ont été découvertes. Des familles ont changé de nom de famille. Elles ont modifié les inscriptions. Elles ont évité toute mention du passé. Mais dans certains cas, les chercheurs ont réussi à identifier les véritables identités. Lorsque des faits sont rendus publics, des fleurs ou des graffitis apparaissent souvent. L'un des endroits les plus problématiques était le cimetière de Munich. Les restes d'officiers SS de haut rang y étaient enterrés. La police a remarqué que, lors de certains anniversaires, de petits groupes venaient déposer des bougies ou des insignes. Ils ne faisaient aucun bruit, ils se contentaient d'y placer des symboles. La municipalité a décidé d'intervenir. Elle a recouvert plusieurs pierres tombales. Elle ne les a pas retirées. Elle les a simplement recouvertes de terre et de végétation. À d'autres occasions, des fouilles ont été nécessaires.
Lors de travaux d'élargissement d'autoroutes ou de construction de logements, des restes de soldats identifiés comme membres du parti ont été retrouvés, certains avec des médailles, d'autres avec des documents cachés. La loi exige un signalement, mais cette obligation n'est pas toujours respectée. Certains cas sont résolus discrètement. Au fil des ans, le nombre de tombes identifiées diminue. De nombreux cimetières ont été réaménagés, d'autres ont été abandonnés. Mais les services de renseignement continuent de mettre à jour les bases de données sur les centres commémoratifs potentiels. Ils disposent de cartes, de listes et de photographies, non destinées à la diffusion mais uniquement à la surveillance. L'Allemagne applique une politique claire, ne pas autoriser la glorification du nazisme. Cela implique d'éviter tout type d'inhumation susceptible d'être utilisée comme symbole. Ainsi, lorsqu'un nom apparaît dans un cimetière, son historique est examiné. Si un lien avec des crimes est confirmé, des mesures sont prises. Pas toujours par des fouilles, parfois simplement par la surveillance. Dans de nombreux cas, les archives officielles des tombes de dirigeants nazis ont disparu, pas par accident. Elles ont été intentionnellement supprimées après la guerre. Certaines églises protestantes et catholiques responsables de la gestion des cimetières dans différentes régions allemandes ont été averties par les autorités militaires alliées afin d'éviter toute documentation susceptible d'attirer l'attention de sympathisants ou de provoquer des rassemblements indésirables. Dans les années 1950, une augmentation des visites de tombes suspectes fut constatée en Bavière. De petits groupes, toujours vêtus discrètement, venaient tôt le matin ou tard le soir. Ils ne portaient ni banderole, ni chant. Ils ne laissaient que des symboles, un œillet blanc, une feuille de chêne ou une pierre lisse gravée d'une rune. L'État décida d'intervenir. Des panneaux furent installés interdisant le dépôt d'objets non autorisés. Mais les visites continuèrent, plus discrètes, plus difficiles à retracer. Le cas de Philippe Bouhler était inhabituel. Il dirigeait le programme nazi d'euthanasie. À la fin de la guerre, il se suicida après avoir été capturé. Son corps fut enterré dans une fosse commune. Aucune trace. Des années plus tard, les enquêteurs retrouvèrent le dossier médical de son admission. Il fut identifié, mais l'emplacement exact de sa tombe demeure inconnu. Le cimetière fut urbanisé. Il devint un parc. Rien ne fut laissé en vue. Le docteur Leonardo Conti, autre haut responsable médical du régime, se suicida également dans sa cellule en attendant son procès. Sa dépouille fut rendue à sa famille. Il fut enterré à Berlin. Au fil des ans, la pierre tombale fut retirée. La tombe existe toujours, mais elle n'est pas marquée. L'herbe la recouvre, personne ne s'en soucie. Parfois, un bouquet sec apparaît. Personne ne demande. Personne ne répond. Les archives de l'État de Berlin contiennent des rapports internes sur la surveillance des tombes anonymes. Certains documents font état de visites sporadiques à des dates clés. Le 20 avril, le 30 janvier et le 1er mai. Les caméras installées filment des individus qui ne regardent pas les autres tombes. Ils marchent droit au but. Ils s'arrêtent. Ils restent silencieux. Puis ils repartent, toujours seuls. Jamais deux fois le même visage. Lors de la découverte des fosses communes autour de Berlin, certains restes ont été analysés. Des dents appartenant à des officiers supérieurs ont été détectées. Mais, sur décision du gouvernement, l'analyse a été interrompue. Les personnes ont été réinhumées, non identifiées. La priorité était d'éviter toute association publique avec des noms spécifiques du régime. Le cas d'Odilo Globoknik fut un autre des plus embarrassants. L'un des responsables directs de l'extermination dans les camps de l'Est, il se suicida en 1945 après avoir été arrêté par les troupes britanniques. Il fut enterré en secret. Mais une erreur dans la transcription du rapport médical permit l'identification du site des années plus tard. Des pressions furent exercées pour le faire disparaître. Les autorités décidèrent alors de recouvrir l'espace de terre et de végétation. Aujourd'hui, il ressemble à n'importe quel autre espace vert. Franz Stangl, commandant de Sobibor et de Treblinka, fut arrêté dans les années 1960 et extradé. Il mourut en prison peu après ses aveux. Son corps fut rendu à sa famille. On dit qu'il fut enterré au Brésil, mais aucune information n'est confirmée. Personne n'a localisé la tombe. Certains pensent qu'il a été incinéré. D'autres qu'il a été enterré sous un autre nom. Le gouvernement brésilien n'a fait aucun commentaire. En Autriche, certains cimetières ruraux cachent les tombes de fonctionnaires nazis de rang inférieur.
Les communautés locales savent qui s'y trouve, mais elles n'en parlent pas. L'inscription est généralement un nom commun, sans dates apparentes. L'objectif est d'effacer le lien. Parfois, les pierres tombales étaient placées secrètement par des proches, sans en informer les autorités ecclésiastiques. Au fil du temps, elles ont fait partie intégrante du paysage. Les archives de la Croix-Rouge contiennent des références croisées à des cimetières européens où des criminels nazis pourraient être enterrés. Mais ces documents ne sont pas publics. Ils ne sont utilisés qu'à des fins d'identification médico-légale. Parfois, les données sont partagées avec les gouvernements si des enquêtes sont en cours. Mais généralement, elles restent confidentielles. On évite de divulguer des lieux susceptibles de susciter des hommages. Au cimetière de Dachau, des urnes anonymes ont été découvertes. Certaines portaient des codes correspondant à des numéros de prisonniers de guerre, d'autres non. On suppose qu'elles pourraient contenir les restes de responsables du camp décédés avant la libération. L'Église locale a demandé qu'elles restent scellées. Elle refuse toute discussion. L'accord prévoyait de les conserver en lieu sûr, sans intervention. On recense également de nombreux cas de corps déplacés clandestinement. Après la guerre, certains proches ont obtenu l'autorisation de déplacer les restes en privé. Ils l'ont fait de nuit avec l'aide de contacts au sein de l'administration. Dans d'autres cas, le silence a été récompensé. Les cimetières ruraux ont accepté les corps sans poser de questions. Aujourd'hui, ces tombes sont indiscernables des autres. Les organisations commémoratives ont dénoncé cette pratique qui a permis à certains criminels d'échapper à l'oubli total. Bien qu'il n'y ait pas de pierre tombale officielle, le corps est toujours là, et ceux qui savent le visiteront. La plupart des gouvernements restent inactifs. Ils affirment qu'il n'existe aucune base légale pour exhumer des restes humains en l'absence de crime en instance. Pourtant, ils continuent d'enregistrer des cas. Le problème le plus récent remonte à 2017. Dans un cimetière du nord de l'Allemagne, un groupe a placé un drapeau portant des symboles interdits sur une tombe anonyme. C'était la nuit. La caméra de sécurité a tout enregistré. Le lendemain, le drapeau avait disparu. Mais la vidéo a fuité. La police est intervenue. Ils ont découvert que sous cette tombe gisaient les restes d'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur du Reich. Personne ne le savait. Le conseil municipal a ordonné que la zone soit recouverte de terre et que l'inscription soit effacée. L'affaire a été classée sans commentaire public. Aujourd'hui, l'Allemagne et d'autres pays restent confrontés à un dilemme. Que faire des corps de ceux qui ont commis des crimes mais n'ont pas été traduits en justice? Comment gérer ces tombes qui peuvent devenir des symboles? Jusqu'à présent, la solution a été le silence, enterrer sans nommer, surveiller sans montrer, documenter sans publier. Ainsi, les restes de nombreux dirigeants nazis demeurent sous terre, sans nom, sans croix, sans histoire officielle, mais pas oubliés. Le cimetière sous surveillance, scandale, graffiti et exhumation clandestine. Début 2011, un matin d'hiver, un employé des services municipaux de Berlin remarqua quelque chose d'étrange. Le portail latéral du cimetière des Invalides était ouvert. Aucune trace d'effraction n'était visible. Pourtant, quelqu'un était entré. Des empreintes de pas dans la terre humide menaient à une zone non indiquée sur les cartes touristiques. Le terrain était plongé dans le brouillard et les arbres dénudés laissaient apparaître les silhouettes de plusieurs pierres tombales à moitié enterrées. À son arrivée, l'employé constata qu'une tombe avait été remuée. La terre avait été retirée d'un bloc, comme creusé avec précision. La pierre tombale ne portait aucune inscription visible, seulement une dalle rectangulaire recouverte de mousse. Mais en y regardant de plus près, il remarqua des traces d'activité récente. Des empreintes de bottes, des gants chirurgicaux abandonnés, une lampe torche cassée et un sac noir à moitié enterré. Il appela la police. À l'arrivée des policiers, toute la zone était bouclée. Il n'y avait aucun témoin. Les caméras à proximité étaient hors service depuis des semaines. Un rapport préliminaire indiquait que les restes squelettiques sous cette tombe avaient été partiellement exposés. Ils étaient incomplets. Des parties du crâne et des membres manquaient. Selon des sources internes, ils appartenaient à un officier SS enterré anonymement après la guerre. Les autorités décidèrent de garder l'affaire secrète. Il n'y eut pas de conférence de presse, seulement une note d'archives classifiée. Mais dans les jours qui suivirent, des journalistes indépendants ouvrirent une enquête. Ils contactèrent d'anciens gardiens du cimetière. L'un d'eux, qui demanda à ne pas être identifié, confirma que la zone suscitait l'intérêt depuis des décennies.
Selon lui, dans les années 1990, un groupe d'extrême droite avait tenté d'apposer une plaque commémorative à cet endroit précis. Elle fut retirée à l'aube. Personne ne fut arrêté. D'autres interventions silencieuses sont signalées dans les archives du Sénat de Berlin. En 2002, une caméra filma 3 personnes marchant le long du mur intérieur du cimetière des Invalides. Elles portaient de gros sacs à dos. Elles restèrent là 46 minutes, puis partirent. Le lendemain matin, une croix métallique fut retrouvée partiellement enfouie entre 2 buissons. Il n'y avait pas de nom, seul un symbole, une croix gammée tracée à la peinture rouge. En 2007, la surveillance fut renforcée après la découverte d'un graffiti sur une pierre tombale anonyme. Le message disait « Ici repose le traître ». La police effaça le graffiti en moins de 6 heures. La tombe en question se trouvait près du canal. D'après d'anciens documents, elle appartenait à un colonel décédé en 1945 des suites de blessures de guerre. On ignore s'il a directement participé aux crimes du régime. Mais ce cimetière n'intéressait pas seulement les extrémistes idéologiques. En 2015, un groupe d'archéologues urbains demanda l'autorisation de scanner le sous-sol du cimetière des Invalides à l'aide d'un radar. Ils souhaitaient détecter d'éventuels restes non identifiés. Leur demande fut refusée. Ils effectuèrent néanmoins une partie des travaux depuis l'extérieur, profitant d'une zone où le mur d'enceinte s'était effondré. Ils détectèrent au moins 4 cavités rectangulaires à une profondeur d'1 mètre. Il n'existe aucun document officiel concernant ces tombes. En 2010, un étudiant en histoire militaire a photographié plusieurs pierres tombales partiellement recouvertes de végétation. En agrandissant les images, il a repéré un symbole gravé à la main. Un aigle sans tête aux ailes déployées. Il l'a signalé aux autorités culturelles. Quelques jours plus tard, la pierre a disparu. L'étudiant est retourné sur les lieux. À sa place, de la terre et des feuilles mortes ont été déplacées. Aucune explication officielle n'a été donnée. Au fil des ans, plus d'une douzaine d'interventions anonymes au cimetière des Invalides ont été recensées. Certaines avec des objectifs idéologiques, d'autres pour des raisons inconnues. À l'occasion de certains anniversaires, comme le 20 avril ou le 30 janvier, la surveillance policière est renforcée. Mais les visiteurs arrivent des jours avant, voire des semaines après. Ils agissent en silence. Ils ne laissent aucune trace directe. Seuls des signes minimes, une fleur séchée, une pierre sculptée, une bougie éteinte. Des rapports internes des forces de sécurité berlinoises font état de rassemblements sporadiques autour du canal. De petits groupes s'arrêtent devant le mur. Ils observent, ils prennent des photos, ils ne franchissent pas la porte. Ils n'entrent pas dans le cimetière, mais leur comportement est enregistré. On soupçonne que certaines de ces personnes font partie de réseaux européens qui échangent les coordonnées de sites historiques liés au régime nazi. En 2016, un cas particulier a suscité des inquiétudes. Lors d'une patrouille de routine, 2 officiers ont découvert une pierre tombale dont la terre avait été remuée et une boîte en bois à moitié enterrée. À l'intérieur se trouvaient des vestiges de documents anciens. Il ne s'agissait pas d'originaux, il s'agissait de copies de discours du Troisième Reich imprimées sur papier moderne. On y trouvait également une cassette audio de musique militaire. Personne n'a été arrêté, la boîte a été détruite, l'incident n'a pas été rapporté à la presse. Le cimetière des Invalides a fait l'objet de nombreux rapports, mais aucune enquête approfondie sur ces tombes anonymes n'a jamais été autorisée. L'administration invoque des raisons de sécurité, de respect et de prévention. Elle affirme que toute fouille pourrait déclencher un conflit politique. Par conséquent, le cimetière reste un lieu de mémoire figé. Il est nettoyé, élagué et entretenu, mais il n'est pas déterré, il n'est pas inspecté. Aucune nouvelle information n'est publiée. En 2018, un système de caméras thermiques a été installé sur les murs du cimetière des Invalides. L'ordre a été donné par le Sénat local après avoir reçu des signalements d'activités suspectes pendant la nuit. Les capteurs, activés par un mouvement, envoyèrent des alertes à un centre de surveillance situé à moins de 500 mètres. Au cours des 30 premiers jours, 5 entrées illégales ont été enregistrées. Aucune n'a donné lieu à une arrestation. Les individus cagoulés ont disparu dans les buissons avant l'arrivée de la police. L'un de ces cas a retenu l'attention. Le capteur a détecté une personne restée debout pendant exactement 44 minutes devant une pierre tombale anonyme. L'individu n'a pas bougé, il n'a pas parlé, il est resté immobile. Puis il a lentement reculé, s'est retourné et est reparti par le même endroit. Le lendemain, au même endroit,
un bouquet de fleurs artificielles noires, blancs et rouges est apparu. Il n'y avait aucun signe. L'enregistrement n'a pas été diffusé. Parallèlement, des associations de citoyens ont réclamé un accès libre au cimetière, sans contrôle ni zone réglementée. Elles affirment que le site est un lieu historique et non une zone militaire. Elles demandent que toutes les pierres tombales, y compris celles sans inscription, soient cataloguées publiquement. Le conseil municipal a rejeté ces demandes, invoquant des raisons de protection du patrimoine. Elles affirment que certaines zones présentent un risque d'effondrement structurel et que d'autres nécessitent une restauration technique, mais ils ne fournissent aucun détail. Des photographies aériennes du cimetière prises par drone ont circulé dans certains médias alternatifs allemands. Ces images révèlent des zones du terrain non répertoriées sur les cartes publiques. De petits rectangles de terre plus clairs, alignés symétriquement, suggèrent des tombes récentes ou perturbées. Ces zones ne sont marquées ni par des croix, ni par des pierres. Elles semblent avoir été délibérément dissimulées. Les auteurs de ces images ont été poursuivis pour avoir survolé une zone protégée sans autorisation. En 2019, une exposition a été organisée à Berlin sur les sites sensibles du passé allemand. Le cimetière des Invalides était mentionné, mais sans photographie récente. Seules des cartes d'archives du début du XXe siècle étaient présentées. L'explication officielle était l'absence d'images récentes de qualité suffisante. Cependant, les organisateurs ont admis avoir subi des pressions pour ne pas montrer les détails des tombes non marquées. On leur a demandé de conserver une approche strictement militaire, en évitant toute référence au régime nazi. Parallèlement, des organisations commémoratives ont proposé de marquer les tombes anonymes d'un symbole neutre avertissant que le site est documenté mais non identifié. L'idée a été rejetée par les autorités culturelles, arguant que tout signe, aussi petit soit-il, pouvait devenir un objet de culte ou de protestation. La solution officielle reste de maintenir l'invisibilité. En 2020, les restrictions sanitaires ont réduit les visites au cimetière, mais le nombre de tentatives d'entrée illégale a augmenté. Les archives de police font état d'au moins 11 incidents entre mars et novembre. La plupart se sont produits la nuit, et dans la moitié d'entre eux, les intrus ont réussi à échapper aux patrouilles. Dans certains cas, des symboles ont été détectés gravés dans l'écorce des arbres près des tombes. Toujours les mêmes, une rune, un triangle inversé, une lettre gothique. En décembre de la même année, un rapport interne de la police locale a indiqué que les mesures actuelles étaient insuffisantes. Il a été proposé d'installer des capteurs de pression au sol pour détecter les pas dans les zones cachées. Il a également été recommandé d'ériger une barrière végétale supplémentaire. Mais faute de financement, aucune de ces mesures n'a été mise en œuvre. Le cimetière reste un espace semi-ouvert, sous surveillance passive. Un autre incident s'est produit en 2021. Une pierre tombale sans inscription a été découverte, entourée d'une clôture improvisée faite de bâtons et de cordes. À l'intérieur se trouvaient des bougies, de vieilles photos et un mouchoir aux symboles ambigus. Quelqu'un avait créé un petit autel. La police est intervenue et a tout emporté. La terre a été enlevée et recouverte de feuilles. Dans les jours qui ont suivi, aucune plainte n'a été déposée. Il n'y a eu aucune arrestation non plus. La même année, le ministère de la Culture a lancé une campagne de sensibilisation à l'utilisation de l'espace public dans les contextes historiques. Le cimetière des Invalides n'a été mentionné qu'une seule fois, dans une note de bas de page. Il était précisé que le site était soumis à un contrôle technique spécialisé. Aucun nom ni fonction n'a été indiqué. La stratégie consistait à éviter de perturber la mémoire. Il existe des preuves que des chercheurs indépendants ont réussi à pénétrer dans le cimetière à des heures non autorisées. Ils ont documenté avec précision l'emplacement de certaines tombes anonymes. Ils ont recoupé les données avec les actes de décès, les rapports de la Wehrmacht et les listes d'inhumation d'après-guerre. Bien qu'ils n'aient pas publié l'intégralité de leurs conclusions, des fragments ont fuité sur des forums fermés. Les autorités surveillent ces sites mais n'ont pris aucune mesure. Un rapport de 2022, rédigé par une université étrangère, a révélé que les tombes anonymes de Berlin, dont l'Invalidenfriedhof, génèrent un récit parallèle du passé nazi. Non pas à cause de ce qu'elles disent, mais à cause de ce qu'elles cachent. L'absence de nom, les exhumations partielles, les silences officiels, tout cela contribue à une mémoire construite dans l'ombre.
Le document a été envoyé aux autorités allemandes. Il n'y a eu aucune réponse. À ce jour, les travaux d'entretien se poursuivent à l'Invalidenfriedhof. L'herbe est tondue, les arbres sont élagués, les tombes visibles sont nettoyées. Mais aucune nouvelle zone n'est creusée, aucune plaque n'est apposée. Aucun média n'est autorisé à visiter les lieux sans surveillance. Chaque photo est examinée, chaque message est lu. Le silence demeure, le contrôle n'a pas changé. Mémoire brisée, d'autres tombes nazies vandalisées, cachées ou protégées. Outre le cimetière des Invalides, d'autres cimetières allemands connaissent le même scénario. Des tombes liées au régime nazi restent cachées, détériorées ou sous surveillance. Dans chaque cas, la réponse institutionnelle a été différente. Certaines ont été retirées sans préavis. D'autres restent silencieuses, anonymes, et quelques-unes préservées sous prétexte de justification historique. L'un des cas les plus médiatisés s'est produit à Wunsiedel, en Bavière. C'est là que Rudolf Hess a été enterré en 1987 après sa mort à la prison de Spandau. La tombe a commencé à attirer les visiteurs. À des dates précises, des centaines de personnes sont venues lui rendre hommage. Des bougies ont été allumées, des fleurs ont été déposées. Certains ont effectué le salut interdit. Pendant des années, la situation a été surveillée par la police locale. Mais en 2011, les propriétaires du terrain et la famille de Hess ont décidé de mettre fin à ce culte. La tombe a été exhumée, les restes incinérés et jetés dans la mer Baltique. L'espace était resté vide. Elle était recouverte de gravier. Aucun panneau n'est autorisé. À Hambourg, le cimetière d'Ohlsdorf abrite les tombes de plusieurs dirigeants du Troisième Reich. Certaines ont été vandalisées, d'autres restent anonymes. En 1998, des graffitis ont été découverts sur la tombe d'Alfred Jodl. Les autorités locales ont évacué le site. Peu après, une clôture a été érigée pour empêcher tout accès non contrôlé. Le nom de Jodl a été effacé de la pierre tombale. Il ne reste qu'une pierre non gravée. Aucune information visible n'est disponible. Cependant, militants et sympathisants continuent de localiser l'emplacement exact à l'aide de cartes anciennes. À Stuttgart, le cimetière de Waldfriedhof abrite les tombes d'anciens officiers de la Gestapo. Certaines sont restées intactes. Les autorités affirment que les noms inscrits ne figurent pas sur les listes de crimes avérés. C'est pourquoi elles n'ont pas été effacées. Cependant, en 2014, un groupe d'enquêteurs a révélé qu'au moins 2 de ces officiers étaient reliés à des déportations. L'information n'a pas été démentie, mais aucune mesure n'a été prise non plus. Les tombes restent en place. Elles sont gardées discrètement. Il n'y a pas de surveillance visible, mais la zone est surveillée. À Düsseldorf, une tombe anonyme du cimetière Nord a été ouverte illégalement en 2017. Une boîte métallique contenant des documents et des médailles de l'époque nazie a été retrouvée. Aucun reste humain n'a été retrouvé. Les objets ont été confisqués. Personne n'en a revendiqué la propriété. La tombe a été refermée. Depuis, le site est fermé au public derrière une clôture basse. Son contenu reste inconnu. Les archives municipales gardent l'affaire confidentielle. Un autre cas s'est produit à Cassel. La tombe d'un ancien commandant de camp a été endommagée à 2 reprises, d'abord à la peinture rouge puis à l'acide. La pierre était irréparable. Il a été décidé de la retirer. Mais une nouvelle inscription n'a pas été autorisée. Le sol a été nivelé et du gazon a été posé. Seule une marque circulaire dans l'herbe trahit le retrait. Il n'y a pas de plaque, pas de nom, pas de fleurs. À Leipzig, le cimetière sud conserve la tombe d'un fonctionnaire du ministère de la Propagande. En 2008, une organisation culturelle a demandé l'installation d'un panneau explicatif. L'objectif était de contextualiser son identité et le rôle qu'il a joué. La proposition a été rejetée. La pierre tombale reste inchangée. Chaque année en novembre, quelqu'un y dépose une bougie. Il n'y a jamais de témoin. Le visiteur n'est jamais identifié. La gestion de ces tombes génère des tensions entre mémoire historique, légalité et liberté individuelle. Dans certains cas, les proches des défunts ont affirmé que leur mort avait le droit d'être commémorée sans ingérence. Ils affirment que tous n'ont pas été jugés, que certains sont morts au combat, que leurs tombes ne doivent pas être profanées. Les autorités répondent que, lorsqu'une utilisation symbolique à des fins idéologiques est détectée, elles sont obligées d'agir. Dans de nombreuses villes, la solution a été de ne rien faire, de laisser le temps effacer les traces, de laisser la végétation recouvrir les pierres tombales,
de laisser la pluie effacer les noms. Mais dans d'autres cas, la pression publique a imposé des décisions, comme à Augsbourg où la tombe d'un proche d'Himmler a été déterrée et déplacée sans préavis. Le site a été réaffecté. Il ne reste aucune trace de la précédente inhumation. À Francfort, un cimetière militaire abrite les restes de soldats identifiés au régime. Là, la règle est de ne pas placer de symboles. Les pierres tombales indiquent le nom, le grade et la date du décès. Il n'y a pas de croix spécifique. Aucune décoration n'est autorisée. Les visites sont autorisées, mais surveillées. Aux dates sensibles, la sécurité est renforcée. Les autorités tiennent un registre des personnes qui pénètrent dans ces zones. Ces informations ne sont pas publiées. La politique générale est de n'agir qu'en cas de sensibilisation du public ou de risque de sympathie. Si une tombe reste oubliée, sans visiteur ni symbole, il est probable que personne n'intervienne. En revanche, si quelqu'un dépose une fleur, une bougie, un insigne ou une phrase liée au régime, le protocole est activé. Dans de nombreux cas, la réponse est immédiate. Nettoyage, enlèvement, sanction. Dans d'autres, on agit avec prudence, on attend, on évalue. Le consensus n'est pas toujours atteint. Dans les zones rurales, il existe des cimetières où les tombes d'anciens membres du parti nazi restent visibles, avec leur nom complet et leur date. Personne ne les touche, personne ne les visite. Les voisins sont au courant, mais ils ne les commentent pas. Ce n'est qu'à l'arrivée d'une personne extérieure que les alarmes se déclenchent. Les autorités demandent d'éviter de pointer du doigt, de ne pas les mentionner, de ne pas publier d'images. La stratégie reste le silence. À Brême, une pierre tombale dédiée à un ancien officier de la Waffen-SS a été retirée après avoir été taguée pendant 3 années consécutives. La municipalité a invoqué des raisons d'entretien. Mais les habitants savaient qu'il y avait des pressions politiques. Le site a été recouvert de terre et fait désormais partie du chemin piétonnier du cimetière. Il n'y a aucun marquage ni vestige. À Dresde, une tombe portant des symboles associés au national-socialisme a été remarquée par un touriste en 2016. Il a publié l'image sur les réseaux sociaux. La photo est devenue virale. Les autorités ont réagi en 1 semaine. La pierre tombale a été retirée. Les alentours ont été nettoyés. Une nouvelle dalle a été posée, sans symbole ni nom. L'incident n'a pas été officiellement reconnu, mais depuis, les inspections sont devenues plus fréquentes dans toute la région. À Hanovre, la tombe d'un ancien commandant de camp est restée intacte pendant des décennies. Mais en 2020, un groupe d'étudiants a présenté des recherches démontrant son rôle direct dans des exécutions de masse. La nouvelle a atteint la presse. Le cimetière est devenu un lieu de débat. Peu après, une clôture a été érigée autour de la zone. Puis la pierre tombale a été recouverte. Finalement, le nom a été effacé. L'espace reste fermé. Dans le sud de l'Allemagne, plusieurs petits cimetières accueillent normalement les inhumations de membres du Parti national-socialiste. Les familles ont conservé leur droit d'inhumation. Les pierres tombales ne portent aucun symbole illégal, seuls les noms et les dates. Les autorités affirment que tant qu'il n'y a pas de glorification, il n'y a aucune raison d'intervenir. Mais dans certaines zones, des caméras ont été installées sans préavis. Les déplacements sont enregistrés, les visites sont consignées. À Nuremberg, une tombe située dans une section éloignée du cimetière principal a été endommagée en 2015. La pierre tombale a été brisée, des fleurs ont été brûlées, les auteurs n'ont pas été identifiés. L'administration du cimetière a décidé de retirer tous les objets du site et de n'y apposer qu'un signe numérique. Depuis, ce numéro n'apparaît plus dans le registre public. Le site existe, mais n'est pas répertorié sur les cartes. Il s'agit d'une tombe délibérément cachée. À Essen, une pierre tombale portant le nom d'un médecin ayant travaillé dans les camps de concentration a été retirée suite à une plainte anonyme. L'administration a examiné les dossiers et a confirmé que la personne avait été inculpée, mais jamais jugée. La décision a été prise en interne. La famille a été prévenue. Une proposition a été faite pour déplacer les restes dans une fosse commune. La famille n'a pas répondu. La fosse a été retirée. Dans certains cas, la gestion de ces tombes a porté plainte. À Bonn, une famille a intenté une action en justice pour empêcher le retrait d'une pierre tombale portant une inscription faisant référence au sacrifice pour la patrie. Le tribunal a donné raison au conseil municipal, estimant que cette expression pouvait être interprétée comme une glorification d'une idéologie interdite. La pierre a été retirée. Le terrain est resté vacant. À Cologne,
un groupe de citoyens a lancé une initiative visant à répertorier toutes les tombes de personnes liées au régime nazi. Ils souhaitaient créer des archives publiques. Ils ont cherché des financements. Ils ont proposé une cartographie collective. La proposition a été rejetée. Les autorités ont déclaré que ces informations pourraient être utilisées à des fins non prévues. Le projet n'a jamais été mis en œuvre. Cependant, certaines de ces données circulent sur des réseaux privés. À d'autres occasions, la présence de ces tombes a généré des tensions diplomatiques. À Berlin, une ambassade a protesté lorsqu'un média a rapporté qu'un fonctionnaire au passé nazi était enterré près d'un monument national. Cette information a été démentie. Mais l'existence même du lieu de sépulture a été confirmée par la suite. Une proposition a été faite pour déplacer la tombe. La famille a refusé. Une haie a été installée pour masquer la vue. À ce jour, aucun accord n'a été trouvé. Dans certains cimetières, la gestion de ces tombes dépend de leur notoriété. Si le nom est connu, les autorités agissent généralement rapidement. Sinon, elles préfèrent attendre. Certains sites ont été abandonnés à l'érosion naturelle, des pierres tombent, des noms sont effacés, la mémoire disparaît. Mais dans d'autres cas, l'oubli n'arrive jamais. Parce que quelqu'un dépose une fleur, une bougie, une photo. Puis l'histoire ressurgit. Des débats ont éclaté dans plusieurs régions sur le sort de ces lieux. Certains réclament leur suppression, d'autres leur maintien, mais en les contextualisant, et d'autres leur maintien en l'état. L'équilibre est fragile. Chaque tombe est unique, chaque nom, une décision, il n'y a pas de règle unique, pas de politique commune. Pendant ce temps, la surveillance se poursuit, les visites sont observées, les signes sont enregistrés. Le passé est toujours présent, même s'il n'est pas mentionné, même s'il est nié, même s'il est caché. L'histoire ne s'efface pas avec des pierres, ni avec le silence, ni avec de la terre. Elle est cachée, elle se transforme, elle se disperse, mais elle est toujours là. Et en Allemagne, sous des couches d'herbe, de ciment ou de gravier, subsistent les traces d'une époque qui ne disparaît jamais tout à fait. Car chaque tombe anonyme, chaque pierre tombale enlevée, chaque espace scellé est un souvenir qui ne peut être complètement enterré.